Amis téléspectateurs de Ovadia Web TV, bienvenue dans Santé Plus, l'émission qui s'intéresse à votre bien-être. À l'instar du sida, l'hépatite B est considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme un problème majeur de santé publique. Dans le monde, environ 250 millions de personnes souffriraient de cette infection chronique et elle entraînerait environ 887 000 morts par an. Une maladie qui pourtant peut être évitée si certaines précautions sont prises. Eh bien, vous l'avez certainement compris, aujourd'hui nous parlerons de l'hépatite B et pour nous éclairer, nous avons sur ce plateau le docteur Kudjo Tokpanu. Il est spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Bienvenue sur notre plateau qui est désormais votre plateau aussi. Merci beaucoup de m'inviter une nouvelle fois sur votre plateau. C'est un plaisir pour nous. C'est partagé. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'hépatite. Et déjà, je vais vous demander de nous dire ce que c'est que l'hépatite B. Dire ce que c'est que l'hépatite B m'amène à dire d'abord ce que c'est qu'une hépatite. Et pourquoi on parle d'hépatite B? Si vous dites qu'il y a l'hépatite B, c'est qu'il y en a également d'autres types d'hépatites. Exactement. Ok, donc en termes génériques, très simple, l'hépatite c'est une affection, une maladie qui touche les cellules du foie. Très simple comme ça, il faut comprendre. Puisque dans hépatite, nous avons le radical qui est hépa, hépa étant relatif au foie. L'adjectif du foie, c'est hépatique. Donc, hépatite, c'est une inflammation, c'est une infection qui touche le foie. De façon générique, pour que tous les internautes et les téléspectateurs puissent comprendre. D'accord. D'accord. Maintenant, il existe différents types d'hépatite. C'est pour ça que nous parlons de la forme B. Ça veut dire, ça suppose qu'il y a donc l'hépatite A, il y a le B, il y a le C, il y a le D, il y a le E. D'accord. N'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs types d'hépatite. Et pour parler médecin scientifique, je pourrais dire donc que l'hépatite est une affection aiguë ou chronique des cellules du foie due à des virus. Mais ce n'est pas seulement les virus qui donnent l'hépatite. Nous avons des hépatites d'origine alcoolique. Donc, nous appelons hépatite éthylique. Nous avons des hépatites d'origine médicamenteuse. Vous n'êtes pas sans savoir que le foie est l'usine qui traite pratiquement tout ce que nous ingérons dans l'organisme. Donc, il arrive que des médicaments soient toxiques au foie et créent également une hépatite. Nous avons des hépatites qui peuvent être d'origine toxique aussi, dues à d'autres substances chimiques qui pourraient détruire les cellules du foie. Comme on a des hépatites de cause encore inconnue, n'est-ce pas? Donc, pour faire résumer sur votre question, l'hépatite B est cette inflammation ou cette infection des cellules du foie due au virus de l'hépatite B. D'accord. Alors, quelles sont les causes de cette hépatite et les facteurs de risque aussi? Déjà, dans ma définition, j'ai donné les causes. Puisque quand vous parlez d'hépatite virale B, ça dit qu'il y a un virus. C'est le virus de l'hépatite B qui est la cause de l'hépatite B. J'ai donné les autres causes. J'ai parlé de causes éthyliques, de causes médicamenteuses, de causes toxiques. Pour ceux qui concernent les autres hépatites. Exactement, pour ceux qui concernent les autres hépatites. Maintenant, vous parlez de facteurs de risque. Les facteurs de risque de l'hépatite B sont dans nos comportements. Parce qu'avant qu'il y ait que quelqu'un puisse être atteint de l'hépatite B, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui lui ait donné le virus. Voilà, il faut qu'il y ait une source de contamination. D'accord. Et cette source de contamination, c'est souvent un malade, n'est-ce pas, ou un porteur sain. Un porteur sain, c'est quelqu'un qui héberge le virus, mais qui n'en est pas encore malade. Et un malade, c'est quelqu'un qui porte le virus et qui est déjà malade. La personne qui porte et qui n'en est pas malade peut devenir malade. Peut devenir bien sûr malade. Et bien, il peut être également porteur chronique. Il porte le virus, mais il ne sera jamais malade. Il est porteur chronique. Donc, il est en train de faire une hépatite B chronique. On a un porteur sain, un chronique peut être sain aussi, parce que lui ne fait pas la maladie. Donc, il y a celui qui est malade déjà. Donc, lui, il fait déjà la maladie. Donc, les risques vont venir quand quelqu'un qui est sain, un individu sain, qui ne porte pas le virus, va entrer en contact avec un autre qui porte déjà le virus. Et quand est-ce qu'on rentre en contact alors avec celui qui a le virus? C'est lors des comportements de vie ordinaire, notre vie quotidienne, que nous amène donc à être malade. C'est quoi, par exemple? C'est embrasser l'autre.
Et quand je parle d'embrasser, c'est embrasser avec échange des coups de langue, des coups de lèvres, embrasser profondément, tel que ça se dit sur le plan amoureux. Quand vous échangez un baiser profond avec quelqu'un, vous courez le risque de recevoir par la salive les virus de l'hépatite B. D'accord? Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est la transpiration aussi. Quand vous avez des habitudes de vie très, très étroites avec un porteur de virus de l'hépatite B, par la sueur, vous pouvez attraper le virus. L'autre comportement à risque, c'est le comportement alimentaire, qui consiste à échanger des cuillères, des fourchettes, avec quelqu'un qui, dans son organisme, porte le virus. Du coup, vous constatez alors qu'on peut faire passer le virus par la cuillère d'un patient malade ou porteur à un autre. Donc ça, c'est des habitudes communautaires que je décline comme ça. Il faut également voir au niveau donc, des relations sexuelles. Quand vous avez une relation sexuelle non protégée avec quelqu'un qui a l'hépatite B, c'est possible. La mère également peut donner l'hépatite B à son enfant pendant la grossesse. Vous voyez? Donc pratiquement l'hépatite B partage les mêmes voies de transmission que le VIH-Sida. C'est ce qui fait le lien avec le VIH-Sida. Donc la mère peut donner l'hépatite B à son enfant, n'est-ce pas? Donc je crois que pratiquement ce sont ces modes de transmission. Au sein de l'hôpital, à l'hôpital, le personnel soignant aussi est exposé au risque de transmission de l'hépatite B par l'infection à travers les objets qui sont souillés. Une infirmière, un infirmier qui se pique avec une aiguille ayant servi à piquer un patient souffrant de l'hépatite B, ce personnel soignant court le risque aussi de se faire voir transmettre le virus de l'hépatite B. Au laboratoire, une mauvaise manipulation du sang d'un patient qui a l'hépatite B, le personnel du laboratoire court également le risque de se faire transmettre le virus de l'hépatite B. Donc globalement, voilà les voies d'exposition et les facteurs de risque de transmission de l'hépatite B. D'accord. Et quels sont les symptômes? Comment savoir qu'une personne est atteinte de l'hépatite B? C'est ça qui fait la difficulté de la maladie. Parce que les symptômes que je vais énumérer tout à l'heure, vous allez voir, sont pratiquement les mêmes symptômes que quelqu'un qui fait le paludisme. D'accord? Et du coup, je vais parler donc de l'hépatite virale B dans sa forme aiguë. Parce que nous avons la forme aiguë qui survient maintenant et la maladie se déclenche. J'ai parlé de la forme chronique. C'est quelqu'un qui a hébergé le virus en lui et que son organisme a accepté, toléré et il vit avec, il n'est pas malade. Donc, dans la symptomatologie de l'hépatite virale B aiguë, nous allons distinguer la phase de début, c'est-à-dire les premiers moments, et la phase d'état. Dans la phase de début, il faut savoir que vous allez faire une fièvre. Vous allez faire une myalgie, c'est-à-dire que des douleurs dans les muscles, des douleurs articulaires, des courbatures, des frissons, des céphalées, des maux de tête, n'est-ce pas? Juste des trucs qui n'ont rien pour vous dire que c'est une hépatite que vous êtes en train de faire. On va s'acheter un médicament. Exactement, paracétamol au bord de la voie, et Coartem ou bien quelque chose, on va dire que c'est un paludisme, n'est-ce pas? Donc, vous allez traiter votre palu qui ne va pas marcher. La maladie va continuer son chemin, évoluer vers la phase d'état. Et à cette phase d'état, les choses vont pas se compliquer davantage. Et là, vous allez voir apparaître un ictère. Nous appelons quoi ictère? C'est la couleur jaune du blanc de l'œil. Ouais, donc, notre œil est blanc. Il y a le blanc et le noir. Mais dans la phase d'état déjà de l'hépatite, vous allez voir que le blanc de l'œil se transforme en jaune. N'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a un ictère. Si rien n'est fait, c'est la jaunisse, c'est-à-dire la paume des mains. Également, la paume des mains va commencer également par jaunir. Non, pour vous, c'est encore coloré, c'est bien coloré. Ne regardez pas. C'est bien coloré. Donc, la paume des mains va commencer également par être jaune. Donc, ça veut dire que l'ictère s'installe. Et du coup, le foie serait en train de s'endommager de plus en plus. Si rien n'est fait, on peut avoir dans les urines, l'urine également va commencer par se colorer en jaune. N'est-ce pas? L'urine se colore en jaune déjà. Et les selles également, il y a une spécificité, les selles vont commencer par être décolorées. Puisque avant, vous voyez, les selles ont une couleur, bon, souvent par rapport à ce que vous mangez. Mais la couleur normale des selles, c'est jaunâtre façon. Exactement. Voilà.
Mais les selles, dans ce contexte où la gravité de la maladie s'installe, les selles vont commencer par se décolorer. Là, vous entrez déjà dans la phase de complication, dans la phase d'état de la maladie, où les signes que j'avais énumérés tantôt vont devenir beaucoup plus fréquents, beaucoup plus intenses. Et le malade va faire une fatigue. Il est vraiment fatigué. Il a une asthénie physique. Le malade est fatigué parce que le foie n'arrive plus à répondre à ses fonctions normales dans l'organe. Donc, c'est une asthénie vraiment. Vous voyez que le malade est fatigué. Du coup, devant ces signes, le malade est obligé de laisser les paracétamol de la rue et de s'orienter donc à l'hôpital où on va diagnostiquer maintenant que c'est une hépatite virale B qu'il est en train de faire. Justement, comment se fait le diagnostic? Oui, le diagnostic se fait à partir des signes que j'ai énumérés tantôt. Vous n'êtes pas sans savoir que le médecin n'est pas un sorcier. Ce n'est pas parce qu'il voit maintenant, il va dire, ah, d'office, ça c'est l'hépatite. Non, il va penser à l'hépatite. Il va penser à un paludisme grave. Il va penser à une fièvre jaune. Il va penser à beaucoup de choses. Et maintenant, arriver à orienter son technicien de laboratoire vers quelque chose, et là, il demande donc un prélèvement sanguin et il demande le test de l'hépatite. Arrivé au laboratoire, les techniciens vont prendre le sang, analyser et lui revenir pour dire oui, c'est l'hépatite virale B qu'on a trouvé ou c'est autre chose. Et c'est ce diagnostic du laboratoire qui oriente la prise en charge par le clinicien. D'accord. Maintenant, une fois le diagnostic fait, on sait que la personne est atteinte de l'hépatite. Quels sont les examens et analyses complémentaires qu'il faut faire? Exactement, c'est une belle question que vous avez posée. Mais je demande l'intérêt de cette question pour les internautes. Et je vais dire, quand vous allez à l'hôpital, il y a une batterie de bilans qu'on fait. Parce que quand le foie est malade, la première des choses qu'on va demander, c'est de voir l'état du foie même. Donc, le clinicien, le médecin peut être obligé à vous demander une échographie hépatique. D'accord. C'est l'un des examens. C'est l'un des examens, une échographie hépatique pour voir l'état du foie à l'instant là. Est-ce que le foie a subi de grands dommages avant de venir à l'hôpital, avant que vous ne veniez à l'hôpital? Et à partir de là, il commence à faire le point de l'évolution de la situation anatomique ou échographique du foie, n'est-ce pas? Il y a un tout nouveau examen que nous faisons, l'examen que nous appelons le fibroscan. D'accord? Le fibroscan, c'est un examen pointu aujourd'hui qui permet de voir le fonctionnement du foie, les cellules du foie et de prévoir les complications que le foie pourrait avoir si rien n'est fait, donc, ou bien cet examen oriente également la prise en charge. Mais ça, c'est des examens que je peux dire anatomiques ou autres, ou échographiques. Mais il y a des bilans sanguins qu'on fait aussi pour voir quel est déjà l'impact de ce dysfonctionnement du foie ou dysfonctionnement hépatique dans l'organisme. J'ai parlé tout à l'heure de l'ictère. Il faut savoir la source de l'ictère. Et là, on demande un examen que nous appelons le test de la bilirubine. Pour voir si c'est une bilirubine indirecte ou directe. Donc, il y a des spécificités où on a apprécié. On peut être amené également à demander une émulation formule sanguine pour voir est-ce que le foie n'a pas également touché les cellules du sang. Parce qu'il y a certaines cellules du sang dont la synthèse, dont la production, la fabrication dépend du bon fonctionnement du foie. Donc, il faut aller voir quelle est déjà la répercussion de ce dysfonctionnement du foie-là sur les cellules du sang et sur tout l'organisme entier. Donc, pour résumer, il y a tout un tas de... Il y a une batterie, c'est ce que les malades n'aiment pas entendre. Ils pensent que comme ils ont déjà l'hépatite ou bien ils ont une fièvre qui sont venus à l'hôpital, donc c'est la partie de leur maladie là qu'on va s'occuper. Non, nous, on voit les répercussions. On voit les complications. On va loin plus que le malade. Donc, c'est une batterie de bilan qu'il faut faire. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que la maladie évolue. Oui. Expliquez-nous un peu. Mais toute chose évolue dans le temps. Oui. Si vous contractez un virus aujourd'hui, à une heure telle que 15h23, le virus ne va pas rester inactif dans votre corps de 15h23 à 15h30. Le virus va chercher à se multiplier. Il va chercher à causer d'autres dégâts. N'est-ce pas? Donc, il va évoluer. Et plus le virus évolue dans sa multiplication, vous constatez que, vous comprenez que beaucoup d'autres cellules du foie sont également touchées. Si au départ, le virus avait colonisé 500 cellules, de T1 à T2, c'est 1000 cellules hépatiques qui pourraient être touchées. Et 1000 cellules hépatiques impactées, ça va entraîner également plus de dégâts, n'est-ce pas? Mais l'organisme ne reste pas tranquille. L'organisme aussi oppose
maintenant un mécanisme de défense. Et le premier mécanisme de défense de l'organisme, c'est d'envoyer des cellules vers ce virus pour chercher à l'endiguer, pour chercher à le contenir ou à le phagocyter, c'est-à-dire à le détruire sur place. Si votre organisme arrive à avoir le dessus, vous allez contenir donc cette maladie-là à son niveau actuel. Et c'est ça qu'on appelle porteur sain. Porteur sain, n'est-ce pas? Donc vous n'êtes plus malade, n'est-ce pas? Mais quand la virulence du virus dépasse les capacités immunitaires de l'organisme, vous comprenez que la maladie va venir, n'est-ce pas? Et cette maladie peut aussi arriver, vous allez gérer ça comme ça. L'organisme va s'adapter, vous allez éliminer les virus et commencer par passer à la phase de chronicité. Donc, vous avez pu passer la phase aiguë, désormais vous rentrez dans la phase de chronicité. Et cette phase de chronicité fait que vous êtes un porteur chronique. Si vous n'êtes pas allé vers les complications telles que la cirrhose hépatique ou bien un cancer du foie, ou bien une sclérose, des choses comme ça. Donc, vous passez à la phase de chronicité. Vous êtes bien portant, vous allez et venez comme tout le monde, mais vous hébergez le virus en vous qui est contenu par votre système immunitaire. Et vous pouvez contaminer. Bien sûr, vous pouvez contaminer si vous ne prenez pas des mesures de prévention. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler des traitements. Oui. Par rapport à la prise en charge, Oui. il faut dire que jusqu'à un passé récent, sur le plan médical pur maintenant, médicalement, c'est-à-dire scientifique pur, sous nos cieux dans les pays en voie de développement, on n'avait pas de médicaments appropriés, à part les médecins de la médecine traditionnelle. Et quand vous rentrez dans ce monde, c'est toute une panoplie de produits qu'on vous propose, de tisanes qu'on vous propose. Personne n'a jamais fait la véracité scientifique de ces produits, mais on accepte parce qu'on se dit que c'est ce que nos parents ont toujours pris depuis des temps voilà, immémoriaux jusqu'à présent. Je ne veux pas rentrer dans ça, n'étant pas un réel spécialiste donc, des plantes. C'est vrai que j'accompagne la médecine traditionnelle, mais je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un praticien de la médecine traditionnelle. Mais je peux parler maintenant de la médecine moderne, conventionnelle, où je dis que jusqu'à un passé récent, on n'avait pas de médicaments. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une innovation, où il y a un médicament, un antirétroviral, qui est utilisé pour la prise en charge de l'hépatite B. Je ne dis pas aussi le nom. Mais je peux vous dire que souvent, quand nous recevons des patients qui souffrent du VIH, à côté de ça, il y a ce que nous appelons la co-infection avec l'hépatite B. Ceux qui souffrent du VIH contractent encore l'hépatite B parce que j'ai décrit les voies de transmission de l'hépatite B qui partagent les mêmes voies de transmission que le VIH-Sida. Donc souvent, les porteurs de VIH sont également porteurs de l'hépatite B dans une certaine mesure. Donc du coup, quand nous les recevons, il y a un médicament combiné que nous utilisons pour traiter en même temps le VIH, pour traiter également l'hépatite B. Donc ce médicament existe aujourd'hui. Et je peux également vous dire qu'au Bénin, actuellement, nous avons le programme national de lutte contre les hépatites virales, qui est logé au ministère de la Santé, avec l'appui du CNSTP, le CNSTP étant ma structure actuelle, donc le Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le palu, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Donc avec l'appui de cet organe, le ministère de la Santé a mis en place le programme national de lutte contre les hépatites. Et aujourd'hui, un mécanisme de prise en charge est en train d'être mis en place à travers tout le pays, en commençant bien sûr par le CNHU. Donc aujourd'hui, quand vous allez au CNHU dans le service de gastro-entérologie, vous avez un médecin formé, spécialisé pour la prise en charge des hépatites virales. Et dans chaque département comme ça, cela existe. Du coup, le protocole de prise en charge existe aujourd'hui. C'est vrai que n'étant pas encore totalement subventionné par l'État, cela a toujours son coût. Mais je peux vous dire que c'est déjà un bon début, que le médicament est disponible, qu'on peut proposer aux malades. Les bilans qu'on peut faire sont disponibles, connus, catalogués. Le protocole existe et on peut soumettre les patients à ce protocole. Mais cher quand même. Pour le moment encore, vous savez, nous sommes encore au début de ce protocole. Autant du VIH aussi, avant que les antirétroviraux ne soient subventionnés par l'État et par des organismes internationaux, c'était aussi cher. Donc nous sommes au début et progressivement, ça va tomber dans le domaine de subvention de l'État et les bilans seront moins chers. La prise en charge également sera moins chère. À présent, nous allons revenir à la prévention. Parce que comme on le dit, c'est toujours mieux de prévenir. Et pour ça, il y a un vaccin. Oui. Le vaccin, est-ce qu'il est efficace? Eh bien, l'efficacité du vaccin est prouvée. C'est prouvé, vous savez. Mais il faut préciser quelque chose.
La politique que le Bénin veut mettre en place aujourd'hui, c'est une politique de prévention dès la naissance. Déjà donner le vaccin à l'enfant dans les 0 heures de sa naissance. Quand l'enfant naît, déjà à la salle d'accouchement, il faut lui donner le vaccin contre l'hépatite. C'est ce qui a fait cette preuve pour l'éradication de l'hépatite dans les pays où l'hépatite virale B a été éradiquée. Mais jusqu'à présent, on n'en est pas là. Les enfants sont vaccinés, je crois, dès la 6e semaine de leur vie. Je crois bien si mes souvenirs sont bons. Mais nous voulons arriver déjà à la naissance. C'est la politique que nous voulons mettre en place aujourd'hui au Bénin. Toujours le CNRTP et le programme du ministère de la Santé dont j'ai parlé tantôt. Dès la naissance, quand l'enfant crie, dans son premier cri, avant qu'on ne le sorte de la salle d'accouchement, la sage-femme doit être en mesure de lui donner ses premiers vaccins contre l'hépatite. Si nous faisons ça sur plusieurs générations, les enfants, même s'ils sont nés de mères hépatiques, ne vont plus contracter la maladie. Et nous allons créer une génération d'immunisés contre l'hépatite B. Du coup, on va rompre la chaîne de transmission de l'hépatite B. Donc ça, c'est d'abord la mesure par l'approche vaccinale chez les enfants. Chez les adultes, c'est aussi possible de faire la vaccination. Si vous faites votre test d'hépatite B et que vous êtes négatif, et qu'on a fait d'autres examens pour voir que vous n'avez jamais été en contact avec le virus, on peut enclencher une procédure de vaccination qui demande un rappel de 3 à 5 rappels. Quand vous passez déjà à l'étape de 3 rappels, vous êtes déjà, on peut vous connaître comme quelqu'un de bien immunisé. Mais si vous arrivez jusqu'à faire votre 5e rappel, donc vous êtes immunisé pratiquement à vie. Et vous n'allez plus faire Et sur quelle durée faut-il faire les rappels? 5 ans. Chaque 5 ans? Chaque 1 an jusqu'à 5 ans. D'accord. Je sais qu'on fait les premiers rappels 1 an, et après le dernier rappel, c'est 5 ans après, si mes souvenirs du calendrier vaccinal sont bons. Donc, mais quand on fait des 5 rappels, c'est fini, vous êtes immunisé pratiquement à vie. Voilà. Maintenant, les autres mesures de prévention à opposer. Nous savons quelles sont les voies de transmission. J'ai parlé tantôt d'embrasser profondément les gens, de donner un baiser profond aux gens. Tant que vous ne connaissez pas le statut sérologique de quelqu'un par rapport à l'hépatite B, ne changez pas des coups de langue avec la personne. D'accord? Tant que vous ne connaissez pas le statut sérologique de quelqu'un, n'allez pas à une relation sexuelle avec la personne sans vous protéger. Ça suppose qu'il faut avoir des rapports sexuels protégés, n'est-ce pas? Se donner des comportements alimentaires plus ou moins sains. C'est-à-dire éviter forcément d'échanger des cuillères quand nous mangeons au dehors. Où les bonnes dames ont trouvé la bonne mesure, c'est vrai que ce n'est pas encore toutes elles qui le font, c'est de chauffer les cuillères et les fourchettes. Vous allez voir dans certains restaurants traditionnels ou bien ordinaires au bord des voies, les bonnes dames ont de cocotte à côté avec du charbon et vous avez une marmite là-dessus avec les cuillères. C'est une bonne méthode pour pouvoir quand même détruire le virus sur les cuillères, n'est-ce pas? La chaleur peut détruire le virus. Donc, c'est une bonne méthodologie, n'est-ce pas? On ne va pas dire à chacun en allant au bord de la voie d'apporter sa cuillère. Bon, ça va sortir un peu de l'ordinaire, mais on peut manger également avec la main. On le fait à la maison. Nos aïeuls. Nos aïeuls, on le fait à la maison. À la maison, ce n'est pas forcément avec la cuillère que nous mangeons. Mais en ville, tout le monde veut montrer qu'il est accommodé, qu'il est civilisé, qu'il est élevé. Il est bien élevé, quoi. Et on mange avec la cuillère. Mais c'est des sources de transmission. Quand tu vois quelqu'un au restaurant qui mange avec la main, tout le monde ne pense pas le regarder avec de gros yeux. Mais en réalité, c'est ce qu'il faut. C'est laver la main à l'eau et au savon et prendre sa boulée de riz et d'envoyer la pâte. Surtout la pâte. Voilà, mais tout le monde vient aller à la fourchette, on coupe, on peut faire le blanc. Bon, le blanc nous a amené la civilisation avec également ces maladies. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous, docteur, est-ce qu'une personne infectée qui est malade peut vivre avec l'hépatite? Bien sûr. Combien de temps? Non, autant qu'il lui faut. Tout dépend de son organisme. Je vous ai dit tantôt qu'il peut arriver que l'organisme s'adapte à la maladie. Et vous passez à la chronicité. Vous êtes malade. Au moment où on n'avait pas encore de médicaments contre l'hépatite B, les gens se faisaient soigner à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital, on corrige les différents problèmes que vous avez et on stabilise le foie. Tout en vous demandant de ne pas prendre des produits toxiques au foie, tels que le paracétamol, tels que les tisanes. Tout ce qui peut être toxique au foie, on vous l'interdit. Et on met le foie au repos, plus ou moins. Le foie étant en repos, les cellules vont se reposer aussi et vous pouvez passer la crise. Et on gère les autres problèmes, n'est-ce pas? Donc on peut vivre avec son hépatite longtemps, mais il a eu des formes
c'est qu'il y a une forme que nous appelons l'hépatite fulminante qui arrive, qui est très grave. Ça arrive aujourd'hui, demain vous êtes mort parce que le foie s'enflamme et plus rien n'est fait pour vous rattraper. Ça arrive d'un coup, c'est progressif. Non, c'est aigu, ça arrive d'un coup. Le foie explose, toutes les cellules du foie sont malades en même temps. Ouais, c'est les formes les plus dangereuses de l'hépatite. Et on peut rien faire pour vous récupérer. Mais des gens peuvent vivre avec le virus de l'hépatite B le plus longtemps que possible, en respectant des conditions de vie du foie. Si le foie n'est pas agressé, vous pouvez vivre longtemps avec votre hépatite. Alors, merci docteur. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Mais avant de clôturer, je vais vous demander si vous avez quelque chose à ajouter. C'est de remercier vos internautes, vos téléspectateurs, et de leur dire que ce sont nos comportements qui nous rendent malades. Nous souffrons beaucoup plus de comportements, n'est-ce pas? Donc, il faut que nous développions des comportements à moindre risque, puisque nous sommes dans le cadre de l'hépatite, que chacun puisse faire son dépistage pour savoir quel est son statut sérologique. Je veux me mettre ensemble avec une femme, je ne connais pas son statut, il faut éviter les baisers profonds. Ça c'est clair, je ne sais pas comment les gens vont l'éviter, mais il faut l'éviter. Il faut avoir des relations sexuelles protégées par des préservatifs. Il ne faut pas dire je vais mettre et ressortir après. Non, il faut se protéger, n'est-ce pas? Que les mères qui sont enceintes connaissent également leur statut sérologique par rapport à l'hépatite, aillent en consultation et que leur grossesse soit bien suivie. L'enfant qui naît, on le vaccine et je crois que nous allons marquer la rupture bien sûr, donc la rupture, je suis de dire, par rapport à la prévention de l'hépatite. Merci beaucoup, docteur. Amis téléspectateurs de Ovadia, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour très bientôt pour d'autres thématiques encore plus intéressantes. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous suivre et que vous avez pu retenir quelque chose de cette émission. À bientôt.